hier, je me suis un peu fait tirer les oreilles par le metteur en scène qui m'a dit que j'avais un peu outrepassé la limite de temps, donc je vais essayer aujourd'hui d'être un peu plus concis. Alors, nous commençons à nous interroger sur le désir, sachant que cette interrogation sur le désir n'est pas fondamentale. Elle ne peut nous servir qu'à appréhender la question majeure de l'altérité. Et quand je dis majeure, c'est que il me semble que la manière dont nous allons comprendre l'altérité, c'est-à-dire le fait qu'autrui est autrui, qu'il n'est pas moi, qu'il n'est pas une projection de moi, qu'il n'est pas une image de moi, il me semble que ceci est absolument fondamental parce que ça règle, d'une certaine manière, toute notre existence. Alors, on va s'interroger sur le désir parce que nous allons voir que il y a globalement deux grandes lignes dans le développement philosophique de cette notion de désir. Une première ligne que nous allons voir aujourd'hui, qui est inaugurée par Platon dans deux textes, enfin, entre autres, mais dans deux textes majeurs, à savoir le Banquet et Phèdre. Et puis, il y a une autre ligne, l'autre tradition occidentale, à savoir la tradition biblique que nous verrons un peu plus tard. Alors aujourd'hui donc Platon. Alors premier texte, premier grand texte, le dialogue qui s'appelle le Banquet. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une réunion de messieurs qui discutent les uns avec les autres pour vanter les mérites de l'amour. Il s'agit d'un amour homosexuel. On a l'impression d'être chez les bobos qui discutent entre eux, n'est-ce pas, de leurs aventures ou de leurs frasques communes, parce que tout ce petit monde, n'est-ce pas, ça vit ensemble, ça couche ensemble, etc. Bien. Alors, que se passe-t-il dans le banquet? Dans le banquet, chacun prend la parole avec des idées un peu bizarres, pour nous en tout cas. Donc ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui va nous intéresser, c'est que à un moment du banquet, à la fin, enfin, presque à la fin, Socrate prend la parole à son tour, puisque c'est son tour de vanter les mérites de l'amour. Et à ce moment-là, Socrate relate un entretien qu'il eut avec une certaine Diotime, une femme. C'est très curieux. Une femme qui apparaît dans un dialogue de Platon. Ça, c'est assez étonnant, assez exceptionnel. Et Socrate va laisser parler Diotime. C'est-à-dire qu'il va laisser son tour de parole à lui pour que Diotime parle par sa bouche. Alors, que dit Diotime, alias Socrate, alias Platon? Vous voyez, il faut suivre là. Que dit Diotime? Diotime nous refait le coup très simple de dire que l'amour, ça commence par l'éros, c'est-à-dire par l'amour d'un beau corps, etc., etc. Que cet amour d'un beau corps, en fait, va devoir s'élargir parce que à travers ce beau corps précis, alors c'est un jeune garçon évidemment, à travers ce jeune garçon, eh bien, que fait le monsieur? Eh bien, le monsieur va élargir ce désir de ce beau corps au désir des beaux corps, donc passer de 1 à 2. On va aller vers le beau corps, pas celui-ci précisément. Et puis de ce beau corps, n'est-ce pas? Alors, on va passer par quelque chose d'assez curieux qui est l'enfantement. L'enfantement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Diotime nous explique que lorsque un monsieur et une dame s'unissent, ça fait un petit bébé, ça, on n'a pas besoin de Diotime pour ça, mais ce petit bébé, ma foi, c'est pas génial, on va dire. On reste dans le corps, et le corps chez Platon, c'est pas terrible, terrible. Mais que se passe-t-il quand on enfante
à partir de la beauté corporelle, eh bien, on va toucher quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. Et donc, un vieux monsieur qui va fricoter avec un jeune garçon, bien sûr que ce n'est pas trivial, voyons. Nous sommes quand même philosophes. Donc, ce vieux monsieur qui fricote avec ce jeune garçon, en fait, euh, ben, enfante dans l'âme de ce garçon quelque chose qui va relever de la conceptualité, qui va relever de la philosophie. Alors, à partir de cette espèce de glissement, n'est-ce pas, il y a l'enfantement bas de gamme, on va dire, un monsieur et une dame, bon, ça fait un petit bébé. Et puis il y a un enfantement un peu plus haut de gamme, c'est un vieux monsieur avec un jeune garçon qui va enfanter dans l'âme de ce garçon la philosophie. Et donc, il va falloir que l'amour, à ce moment-là, passe sur un autre régime, et ça sera le régime de l'amitié. Alors, on verra plus tard avec Aristote ce que ça donne. Et ce régime de l'amitié, qui est un enfantement, qui est une manière de générer la philosophie, va à son tour devoir être métamorphosé. Pourquoi? Parce que, oui, je veux bien enfanter la philosophie, non, Socrate veut bien enfanter la philosophie chez Aristophane, chez Ariston, chez Alcibiade, etc. Oui, ça c'est très bien, c'est formidable. Oui, mais on ne peut pas s'arrêter à cette espèce de réalité trop étroite. Il va falloir s'élever encore une fois, au-delà de l'enfantement dans cette personne précise, à l'enfantement lui-même. C'est-à-dire que l'amour va permettre de comprendre qu'en réalité, derrière ce beau corps, derrière ces beaux corps, il y a une belle âme, et une belle âme dans laquelle on enfante. En fait, si j'essaie de m'élever un peu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir que je puisse comprendre que cette belle âme précise, alors celle d'Agathon, celle d'Alcibiade, que cette belle âme précise, en fait, n'est jamais que l'imitation, ça y est, on est chez Platon, que l'imitation de la belle âme. Donc c'est pas terrible, parce que ce que l'amour doit provoquer, c'est l'amour de la belle âme, par excellence, la seule, l'unique, celle qui se trouve très loin dans le royaume des idées. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, l'amour devient philosophe. Et oui, le désir devient le désir de la philosophie, en clair. C'est-à-dire que le désir chez Platon est l'objet d'une métamorphose continue qui va du désir érotique jusqu'au désir agapé, c'est-à-dire jusqu'au désir de cet amour qui n'est jamais que l'amour des idées de la philosophie. Vous voyez, ce que nous pouvons retenir, c'est quelque chose de relativement simple, c'est que l'entreprise philosophique, c'est-à-dire le fait de vouloir réfléchir, j'espère que ça vous arrive de temps en temps, le fait de vouloir réfléchir est de l'ordre du désir. Notre désir, c'est quelque chose qui saisit, alors ça c'est ce qu'on peut tirer de Platon, notre désir c'est quelque chose qui nous saisit tout entier, qui saisit notre corps, qui saisit notre esprit, qui saisit notre intelligence, etc. Et à chaque fois, n'est-ce pas, nous sommes propulsés, on va dire, vers l'objet d'un désir qui est toujours, chez Platon, de plus en plus philosophique. On va traduire, qui est de plus en plus profond. Alors, ça, c'est le banquet. Mais il y a un autre texte qui est le dialogue qu'on appelle Phèdre, le Phèdre. Que se passe-t-il? Là, nous ne sommes plus chez les bobos qui discutent les uns avec les autres des mérites de l'amour. Nous sommes dans un dialogue entre Socrate et Phèdre.
Et dans ce dialogue, eh bien, Socrate va reprendre les idées dans le banquet, mais d'une manière différente, à partir d'une image. Et cette image, c'est l'image de l'âme. Alors, comment Socrate comprend-il l'âme? Eh bien, l'âme, c'est trois choses. Un cocher, difficile d'interprétation, donc c'est un cocher, et deux chevaux. Un cheval fou, on va dire, un cheval qui est une espèce de réalité sauvage, rude, non obéissante, et puis un cheval qui lui est exactement l'inverse. Et donc, ce cheval très obéissant, ma foi, il va permettre au cocher d'aller vers, alors que le cheval brutal, on va dire, ce cheval va au contraire appesantir l'envol de cet ensemble qui est l'âme. Alors l'âme a des ailes, bien sûr, et ma foi, ces ailes, elles sont ou elles ne sont pas, elles se perdent, elles se reprennent. Vous vous souvenez que nous avons vu que chez Platon, l'âme étant éternelle, elle contemple, elle redescend en fonction de la qualité de sa contemplation, etc. etc. Bien, ça, on l'a vu. Mais que rajoute Phèdre? Que rajoute ce dialogue? Eh bien, ce dialogue est intéressant parce que, d'une part, il va reprendre cette notion de désir dans son côté extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que le désir, c'est cette envolée de cet ensemble, le cocher et les deux chevaux, c'est ça qui est le désir, et puis il y a une part du désir qui est mauvaise. Pourquoi est-elle mauvaise? Parce qu'elle appesantit cet envol, parce qu'elle empêche le cocher de diriger l'ensemble. C'est le cheval fou. Et puis il y a une part du désir qui est bonne et juste. Cette part du désir permet l'envol, et la condition humaine, on va dire, c'est-à-dire l'âme, pour Platon, qui est constituée de cet ensemble cocher deux chevaux, eh bien, elle est toujours prise dans cette espèce d'élan impossible, d'élan contredit, d'élan contrecarré par ce cheval fou, et en même temps, cet élan désiré, cet élan intérieur vers le monde de la vérité, de la réalité, du beau, du vrai et du bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très intéressant, parce que nous visons l'altérité, là, hein, attention, il ne faut pas se leurrer sur l'objectif. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette description de l'âme, eh bien, Platon, Socrate, en tout cas le dialogue, inclut les dieux. Les dieux sont aussi des âmes, exactement avec la même structure, un cocher, deux chevaux, sauf que le cheval fou est dompté. C'est-à-dire que les dieux tiennent leur divinité, je cite le texte de mémoire, les dieux tiennent leur divinité du fait que les deux chevaux fonctionnent ensemble, fonctionnent harmonieusement. Le cheval fou est dompté, le cheval sage conduit l'attelage, et le cocher, lui, est en permanence ajusté à ces deux chevaux. Ça, ce sont les dieux. Et donc, Platon va décrire une espèce de gradation qui va des dieux jusqu'à les artisans. Eh oui,
jusqu'aux artisans. C'est-à-dire que selon la manière dont sont coordonnés ces deux chevaux, selon la manière dont le cocher parvient à cette coordination de ces deux chevaux vers le royaume des idées, eh bien, à travers ça, nous allons avoir toute une échelle cohérente, linéaire, qui part des dieux et qui arrive aux artisans, en passant par le philosophe, en passant par j'allais dire le tyran, non, en passant par le politique, en passant par le peintre, le poète, etc., etc. Donc, vous voyez, toute cette gradation est complètement linéaire. Il n'y a pas de césure, il n'y a pas de barrière. Toute âme, quelle qu'elle soit, est une âme divine lorsque cet ensemble chevaux, cochers fonctionne harmonieusement, et puis c'est de moins en moins bon, enfin l'harmonie globale de l'âme est de moins en moins bonne jusqu'à l'artisan. Et alors, il y a encore un cran, mais là, il apparaît puis disparaît, il y a encore un cran pire que l'artisan, c'est le tyran. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette coordination d'ensemble. Pour nous, que pouvons-nous en tirer? Alors, on peut en tirer du point de vue du désir que notre appétence humaine est toujours sous le signe de la contradiction interne. C'est-à-dire qu'à la fois nous désirons, à la fois nous ne désirons pas. À la fois nous voulons beaucoup et nous réalisons peu. On peut dire ça comme ça. Alors, on aura une traduction de ça, qui n'est pas une traduction, dans l'autre tradition, à savoir la tradition biblique, quand dans l'Épître aux Romains, saint Paul dira je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Bon, mais c'est une autre manière. C'est tout à fait un autre univers que l'univers grec. Dans l'univers grec, il n'y a pas cette rupture, cette césure qu'introduit l'existence de Dieu. Pourquoi? Les dieux, c'est exactement ce que je suis, sauf que chez eux, ça se passe mieux que chez moi. Voilà. Donc le désir que l'on va prendre à sa racine, c'est-à-dire le désir qui est, d'une certaine manière, la vie de l'âme, eh bien ce désir, il est toujours délicat à gérer. Pourquoi? Parce que en même temps, il y a ce cheval très raisonnable, très sage, qui fait ce qu'on lui demande, et à la fois, il y a ce cheval fou, ce cheval fougueux, ce cheval sauvage qui, lui, n'obéit pas. Voilà. Donc c'est notre condition humaine chez Platon, mais je répète, cette condition humaine est exactement identique à la condition divine. La seule différence, c'est une question d'harmonie. Et chez le philosophe, par exemple, qui est tout à fait en haut de l'échelle, après on passe aux dieux, n'est-ce pas? Enfin, on passe aux demi-dieux puis aux dieux. Le philosophe, c'est cet être qui, dans les conditions corporelles, dans ce corps où son âme est prisonnière, eh bien, dans ce corps qui emprisonne l'âme, il arrive, vaille que vaille, à gérer les deux chevaux. Voilà. Mais vous voyez que, de ce point de vue, qu'est-ce qui va nous manquer? Eh bien, il va nous manquer dans le banquet, il va nous manquer l'altérité. L'altérité n'apparaît que par Diotime, donc par une femme. Mais cette apparition de l'altérité par une femme, en fait, Diotime n'est pas présente.
elle est représentée par un homme. Donc ça casse tout de suite cette notion d'altérité. Ce sont des hommes entre eux, et tout le dialogue, alors là, si on prend précisément chaque intervention de chacun des participants à ce banquet, c'est constamment, on va dire, l'idée de la suppression de l'altérité. Toute altérité est supprimée au fur et à mesure. Et lorsque Socrate relate les paroles de Diotime, que se passe-t-il? Eh bien, dans cette espèce d'élan vers le vrai, le beau, le bien que produit le désir, que produit l'amour, petit à petit est supprimée toute forme d'altérité. Dès le départ, je passe de ce beau corps à un beau corps, à des beaux corps. Et donc, je supprime complètement ce que ce beau corps a de particulier, a de singulier, a d'unique et d'irremplaçable. C'est supprimé d'entrée de jeu. Lorsque je vais passer d'une belle âme aux belles âmes, eh bien, je vais à nouveau effectuer cette suppression de toute forme d'altérité pour, in fine, arriver dans un royaume qui est le royaume des idées, où l'idée c'est quoi? C'est la suppression totale de toute forme d'altérité. Quand je parle de l'idée de la table, par exemple, qu'est-ce que je fais quand je parle de l'idée de la table? Eh bien, j'ai supprimé au fur et à mesure tout ce qui différencie une table d'une autre table. Bon, donc ce principe de dissolution de toute forme de différence, c'est un principe qui est à l'œuvre dans le banquet. Que se passe-t-il dans le Phèdre? Eh bien, dans le Phèdre, on se retrouve exactement dans la même situation. Cette condition humaine paradoxale, parfois dramatique, dans laquelle le désir est à la fois un désir majestueux qui nous propulse vers la vérité, vers la philosophie, mais c'est à la fois un désir qui peut être sauvage, qui peut nous ramener constamment vers la terre, et donc qui nous fait perdre nos ailes, comme dit Platon, parce que le char, il a des petites ailes. Eh bien, cette condition paradoxale de l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que lorsque cette âme vit harmonieusement, qu'est-ce qui se passe chez les dieux? Eh bien, chez les dieux, il y a la suppression de cette ambiguïté des deux chevaux. Les deux chevaux fonctionnent bien ensemble. C'est-à-dire que les dieux, l'âme des dieux a détruit toute forme d'altérité intérieure. Je ne suis plus confronté à rien d'autre. Donc vous voyez que le désir chez Platon a ceci d'extrêmement curieux, c'est que ce désir fonctionne totalement sur la volonté de supprimer toute différence possible. La différence chez Platon est une manière de dire ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas, c'est la différence. Ce qui est, c'est la résorption de toute différence dans une unité absolue. Alors, ça, on voit ça chez Platon, on verra ça chez d'autres, hein, parce que ça n'est que le début, ça. Mais ce qui doit nous faire réfléchir, c'est cette volonté de suppression de la différence. Effectivement, la différence, l'altérité, elle est toujours dangereuse. Et la manière d'échapper à ce danger, ça va être de poser un cran au-dessus, où toute différence est résorbée dans une unité harmonieuse. C'est un schéma de pensée typiquement grec, et c'est un schéma de pensée qui va irriguer
de manière très souterraine, mais toujours vivante, qui va irriguer tout un pan de la philosophie occidentale. Alors, on verra demain, avec une espèce de tarte à la crème dont vous avez le texte, on va voir avec Épictète et l'épicurisme, avec Épicure, pardon, avec Épicure, ce que ça donne. Et nous allons voir comment le désir qui est majeur chez Épicure va se trouver lui aussi annihilé, anéanti par la volonté de quoi? De ne pas souffrir. Parce que derrière ça, derrière toute cette philosophie, derrière tout ce courant philosophique de résorption de la différence, c'est quoi? C'est la volonté de résorber toute possibilité de souffrance. Voilà. Alors ça, on verra ça demain avec Épicure. À demain.